Dans la trilogie Iron Man, c'est probablement le pire selon le grand public. Le raté, le brouillon, celui que même les fans de Tony Stark défendent mollement. On continue le compte à rebours Doomsday jusqu'au 18 décembre 2026. Pour le projet Card, on se retrouve tous les vendredis à 18h pour revoir tous les films du MCU. Je te donne tous les détails cachés, les références aux comics et aux autres univers de la pop culture. Et enfin on analyse et on classe dans une tier list tous les films. Dans les deux dernières vidéos, on a vu comment Iron Man a tout lancé et comment l'incroyable Hulk a failli tout faire couler avant que ça commence. Et aujourd'hui on attaque l'épisode 3, celui qui a failli faire couler Marvel une deuxième fois, mais qui cache en réalité l'une des scènes les plus importantes de toute la saga. Sorti en 2010, j'ai nommé... Alors pour le résumer, on va faire vite parce que le scénario part un peu dans tous les sens. Tony Stark a révélé son identité, c'est devenu une rockstar planétaire. Le film s'ouvre sur lui qui saute d'un avion en armure pour atterrir à la Stark Expo sous les hurlements de la foule. Son ego crève le plafond. Lors d'une audition au Sénat où le gouvernement veut lui voler son armure, Tony les humilie en direct et il lâche cette phrase: I have successfully privatized world peace. J'ai réussi à privatiser la paix mondiale, en faisant un signe de paix avec ses doigts. Un clin d'œil direct au jeune soldat qui était avec lui dans le convoi attaqué au tout début d'Iron Man 1, et qui avait fait le même signe. Sauf que derrière les lunettes de soleil, Tony se meurt. Le palladium de son réacteur Arc empoisonne son sang. Étant condamné, il fait n'importe quoi. Il lègue Stark Industries à Pepper Potts en la nommant CEO, il s'enivre en armure, et il décide de piloter lui-même sa Formule 1 au Grand Prix de Monaco. C'est là qu'Ivan Vanko l'attaque avec des fouets électriques, et nous donne l'occasion de voir Stark utiliser sa nouvelle armure qui tient dans une mallette, la marque 5. Vanko finit en prison, mais le minable rival de Tony, Justin Hammer, le fait évader pour qu'il lui construise une armée de drones. Tony touche le fond, son pote Rhodey lui vole une armure pour l'armée et devient War Machine. Heureusement, Nick Fury intervient, recadre Tony et lui donne les vieilles affaires de son père. Avec les recherches de Howard Stark, Tony découvre un nouvel élément, et grâce à ça, il guérit son empoisonnement au palladium. Il dégomme ensuite les drones et Vanko avec Rhodey et il fait un bisou à Pepper. Fin du game, Tony est prêt pour rejoindre les Avengers. Mais avant d'aller plus loin, il faut parler de la scène d'ouverture, parce qu'elle est beaucoup plus maligne qu'elle n'en a l'air. Dans le premier film, la scène fondatrice du MCU, c'est Tony Stark dans la grotte afghane. Il forge son armure en secret sous la menace avec les moyens du bord. Et Iron Man 2 commence exactement pareil, mais avec Ivan Vanko dans un appartement russe miteux. Enragé par la mort de son père, il se met à construire sa version du réacteur Arc. Les coups de marteau sur la ferraille, les câbles partout, la scène du réacteur Arc, la même solitude et la même rage que Tony dans la cave. Jon Favreau a construit ça consciemment. Vanko n'est pas un méchant classique, c'est un reflet, ce que Tony aurait pu devenir si Incen n'était pas là. Et en parlant de Vanko, faut savoir qu'il n'existe pas dans les comics, en tout cas pas sous cette forme. C'est un personnage original créé pour le film, construit à partir de deux vilains des comics, Anton Vanko alias Crimson Dynamo et Whiplash. Les scénaristes ont fusionné les deux pour en faire quelque chose de nouveau. Mais là où le film devait aller encore plus loin dans la noirceur, c'est dans une scène d'ouverture alternative qui a été supprimée au montage final, car jugée trop badante par Disney. Juste avant l'arrivée triomphale d'Iron Man à la Stark Expo, on devait voir Tony complètement bourré dans l'avion. Il est malade au bout du rouleau et il vomit dans les toilettes totalement arraché. C'est Pepper qui le motive et finit par embrasser le casque de l'armure, avant de le balancer dans le vide depuis l'avion pour que Tony saute et le rattrape en plein vol. Marvel a préféré couper ça pour garder une image plus lisse, mais ça prouve à quel point Tony Stark était au bord du gouffre. Et en parlant de choses que Marvel aurait peut-être dû couper au montage, on commence avec le caméo le plus discutable de toute la saga. Quand Justin Hammer accueille Vanko dans ses locaux, on peut voir qu'il se trouve sur la vraie base de SpaceX en Californie. Pas un décor, pas un studio, la vraie. Mais comment se fait-il qu'ils ont pu avoir accès à cet endroit? Eh bien tout simplement parce que le terrible Elon Musk fait un caméo dans ce film juste avant la scène des Formule 1. Il serre la main de Tony et lui parle d'une nouvelle technologie pour ses réacteurs. J'espère qu'il s'est lavé les mains. Ce qui est beaucoup plus sympa comme caméo par contre, c'est celui de Stan Lee. Il débarque sur le tapis rouge de la Stark Expo et Tony lui serre la main en l'appelant Larry. Et il l'appelle Larry pour Larry King, l'animateur télé légendaire. Stan Lee portait ses grosses lunettes et ses bretelles caractéristiques, ça collait parfaitement. Stan Lee fait perdurer le running gag de se faire confondre avec quelqu'un d'autre par Tony. Maintenant, un truc qu'on ne repère vraiment que si on fait pause. Quand Hammer fait sa démo militaire au Sénat et que Tony est assis à contre-cœur dans le public, regarde bien son téléphone. Sur l'écran, on peut lire le nom d'une application, Illuminati. Ça a l'air d'une blague, sauf que dans les comics, les Illuminati, c'est un groupe secret composé des plus grands cerveaux de Marvel. Tony Stark en fait partie et on les a vus apparaître dans Doctor Strange 2. Marvel le planifiait-il en 2010? Probablement pas, mais le détail est là. Et puis il y a lui, regarde bien la Stark Expo au tout début du film. Quand Stark en sort au milieu de la foule, un gamin avec un casque Iron Man. Ce même petit qu'on revoit à la fin du film lorsque les drones pètent un câble. Il lève le bras pour tirer sur un drone et Iron Man arrive pile au bon moment pour le sauver. Et bien ce gamin c'est Peter Parker, Marvel l'a confirmé des années plus tard. En 2010, Tom Holland avait environ 14 ans et personne ne savait que ce petit figurant allait devenir le Spider-Man du MCU. Mais si certains clins d'œil dans ce film sont discrets, d'autres sont tellement énormes qu'on se demande comment on a pu les rater. Au milieu du film, Fury retrouve Tony dans un diner. Et pendant leur conversation, il dit: Contrary to your belief, you are not the center of my universe. I have bigger problems than you in the Southwest region to deal with.
Il parle d'autres problèmes en cours, des problèmes dans le sud-ouest des États-Unis. Il parle de Mjolnir, le marteau de Thor qui vient de tomber du ciel dans le désert au Nouveau-Mexique. Exactement là où Coulson file en plein milieu du film pour aller enquêter. Et on le retrouve dans la scène post-générique, debout devant un cratère dans le désert avec un marteau en fond. C'était le teasing du film Thor qui sortait un an plus tard. Et d'ailleurs, la carte qui apparaît dans la scène finale du film montre exactement ce point au Nouveau-Mexique, où le marteau atterrit. Mais c'est pas tout, on voit aussi la position de la villa de Tony Stark à Malibu. Un point à Harlem, là où Hulk et l'Abomination se sont battus. Un point en Norvège, là où Red Skull avait trouvé le Tesseract dans Captain America 1. Un point en Afrique de l'Est qui correspond géographiquement au Wakanda. Et un dernier point dans l'océan qui aurait pu être Namor et son royaume. Bien que dans Wakanda Forever, il a été replacé au golfe du Mexique. Et dans tout ça, le projet Avengers qui commence à prendre forme. En 2010, personne ne savait encore ce que ça allait devenir. Mais Marvel savait exactement où ils allaient. Et si les teasings de Thor et les Avengers étaient discrets, certains easter eggs dans ce film sont tellement enfouis qu'ils ont mis des années à être décryptés correctement. Le moment où Tony fouille les vieilles affaires de son père et tombe sur des années de travaux secrets est souvent vu comme une scène de remplissage émotionnel. Mais fait pause sur cette boîte. On y voit le tome 1 d'un comics de Captain America. Howard Stark, qui aide à créer Captain America dans les comics, s'est établi. Le film Captain America First Avenger sort un an après, et il montrera Howard Stark directement impliqué dans le projet Super Soldat aux côtés d'Erskine. Marvel glissait déjà ce lien en 2010, avant même qu'on voit Howard Stark à l'écran. Dans cette même boîte, il trouve un carnet appartenant à son père, dans lequel on peut y voir le dessin d'un cube. En sachant qu'il travaillait sur le Tesseract, on pourrait penser que c'est un dessin de cette pierre d'infinité. Ensuite, lorsque Tony a son éclair de génie et qu'il s'apprête à synthétiser un nouvel élément, grâce aux anciennes recherches de son père, on peut voir, si on fait pause à cet instant, une boîte avec écrit projet Pegasus. Pour ceux qui ne situent pas, c'est le projet de recherche du Shield sur le Tesseract. Le même Tesseract qu'on verra dans Captain Marvel, dans Avengers, et qui traîne au-dessus de nos têtes pendant toute la saga de l'infini. Et quand Coulson le surprend en train de bosser, on revoit ce fameux bouclier de Captain America, qu'on avait vu dans le fond dans Iron Man 1. Et ici, il l'utilise comme cale pour son accélérateur de particules. Top. Maintenant, le détail qui a fait débat pendant des années. Tony utilise ses recherches pour créer un nouvel élément et remplacer le palladium qui l'empoisonnait. Et dans le roman adapté du film, il est dit explicitement que cet élément c'est du vibranium. Sauf que Marvel a retcon cette info. Parce que dans Captain America First Avengers, Howard Stark manipule déjà du vibranium physique pour fabriquer le bouclier de Steve Rogers. Tony n'aurait donc pas inventé quelque chose qui existait déjà depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc officiellement, l'élément créé par Tony dans Iron Man 2 reste sans nom. Et personne chez Marvel n'a jamais voulu trancher la question clairement. Et si on a parlé de beaucoup de choses cachées dans ce film, il y a une chose que Marvel n'a jamais vraiment essayé de cacher, et qui reste pourtant l'un des moments les plus drôles de l'histoire du MCU. Dans Iron Man 1, c'est Terrence Howard qui joue James Rhodes, le meilleur ami de Tony. Et dans ce même film, il y a cette scène. Rhodey qui regarde l'armure Mark II dans l'atelier, il sourit et il dit Next time, baby. La promesse que lui aussi porterait un jour une armure. Sauf qu'il n'y aura pas de next time pour Terrence Howard, parce que pour Iron Man 2, Marvel a décidé d'augmenter massivement le salaire de RDJ. Et pour compenser, ils ont réduit celui d'Howard. Il a refusé et Marvel l'a remplacé par Don Cheadle. La rupture a été publique et assez brutale. Howard a dit que RDJ lui avait promis son soutien pendant les négociations et ne l'avait finalement pas défendu. Et RDJ n'a jamais vraiment commenté. Et vient le moment du tournage d'Iron Man 2, le film décide d'en faire une blague. La toute première fois qu'on voit Rhodey dans Iron Man 2, il est de dos, il avance, se tourne vers Tony et dit Look, it's me. I'm here. Deal with it. Let's move on. I just drop it. All right, I'll drop it. c'est moi, je suis là, passe à autre chose. Terrence Howard s'était promis de porter l'armure. Don Cheadle débarque et dit littéralement au public d'arrêter d'y penser. Et Rhodey dans Iron Man 2 finit bien par porter une armure. Tout est bien qui finit bien, mais seulement pour Don Cheadle. Et Terrence Howard doit bien avoir le seum là. Iron Man 2 a une connexion à Doomsday que personne n'a vraiment pris au sérieux à l'époque. Et pourtant elle concerne directement la question centrale de toute la saga qui arrive. Comment Tony Stark a-t-il pu survivre assez longtemps pour claquer des doigts avec les 6 pierres d'infinité? Et surtout, est-il vraiment mort après ce snap? Thanos, le titan fou, a été marqué de façon permanente par le claquement de doigts, même en utilisant un gantelet de l'infini forgé en Uru. Son bras est totalement brûlé et semble inutilisable. Aussi pour Hulk, dont l'énergie gamma était censée atténuer les effets des pierres, a créé de douleur pendant le snap, et a lui aussi fini avec un bras en moins pendant un long moment. Chaque être vivant qui a tenté de canaliser les 6 pierres a été détruit d'une manière ou d'une autre. Tony l'a fait et il a tenu. Quelques secondes, mais il a tenu. L'explication officielle, c'est la chance et la volonté, mais je pense qu'il y a une autre lecture. Regarde ce que Tony crée dans ce film. À partir des recherches de son père, qui lui-même avait travaillé des années sur le Tesseract, une pierre d'infinité, Tony forge un réacteur arc de nouvelle génération, une source d'énergie logée directement dans sa poitrine, à quelques centimètres de son cœur. Le Tesseract contient la pierre de l'espace, une pierre d'infinité avec des pouvoirs démesurés, et des pierres comme ça, il y en a 5 autres avec chacune des spécificités différentes. Et les données de Howard Stark sur cet objet étaient au cœur de ses recherches. En créant cet élément, Tony a fabriqué sans le savoir une variante synthétique de cette énergie cosmique. Mais je me demande quel impact sur le corps humain peut avoir une centrale nucléaire greffée si près du cœur. Selon moi, au fur et à mesure des années, Tony Stark a assimilé l'énergie d'une pierre d'infinité en continu. Il s'y est habitué et a développé une immunité aux pierres. Il est devenu plus résistant. Et ses armures aussi sont toutes alimentées par ce nouvel élément. Ce réacteur ARK boostait la pierre d'infinité synthétique. Donc quand il a volé les pierres, elles n'étaient pas seulement sur son gant. Elles étaient connectées à un système d'alimentation complet, intégré à son corps et renforcé par son réacteur arc d'infinité. Son armure entière est devenue le véritable gantelet de l'infini. Et son corps, habitué à la pierre, a supporté l'énergie assez longtemps pour snapper. Iron Man 2 est le film où Tony Stark, sans le comprendre, a commencé à s'immuniser à ce qui le tuera 20 ans plus tard.
Soyons honnêtes, ce film a une réputation de flop, et il la mérite partiellement. Sorti en mai 2010, budget de 200 millions, box-office de 624 millions, techniquement c'est un succès commercial, mais les critiques ont été sévères. Et le public, même les fans de Tony, ont du mal à le défendre vraiment. Parlons des vrais problèmes d'abord. Le film ne sait pas quoi raconter. Tu as l'histoire de Tony empoisonné par son réacteur, l'histoire de Vanko qui veut se venger, l'histoire de Justin Hammer jaloux de Tony, l'histoire de Nick Fury qui l'enrôle dans les Avengers, l'histoire de Natasha en mission d'infiltration, et l'histoire de Rhodey qui vole une armure. 6 intrigues pour un seul film de 2 heures. Le résultat c'est que tout le monde est un peu là, mais rien n'est vraiment développé. Vanko notamment est un vilain avec un potentiel énorme qui disparaît en fumée parce qu'on n'a jamais le temps de l'exploiter vraiment. Et Mickey Rourke a déclaré publiquement que Marvel avait coupé presque tout ce qu'ils avaient tourné pour rendre Vanko plus efficace en action. Le résultat c'est un méchant qui reste à la surface alors qu'il aurait pu être l'un des plus fascinants de la saga. La romance Tony Pepper aussi ne décolle jamais. On sent que les deux acteurs ont de l'alchimie, mais le scénario les occupe ailleurs tout le temps. Maintenant les points forts. RDJ est au sommet de son personnage. Un Tony Stark autodestructeur qui s'effondre lentement, qui fête son anniversaire bourré dans son armure, qui sait qu'il va mourir et décide de brûler ses derniers jours plutôt que de chercher une solution. C'est une performance sous-estimée. Scarlett Johansson est brutale dans la scène du couloir. Le combat avec Happy qui se bat contre un seul garde pendant que Natasha en défonce 25 seuls en 20 secondes, c'est drôle, c'est efficace et c'est parfait. Et comme on l'a vu, ce film est une brique d'infrastructure capitale pour tout ce qui va venir. Thor, Captain America, les Avengers, le Tesseract. Iron Man 2 c'est plus un pré-Avengers plutôt qu'une histoire indépendante. Ce n'est pas un grand film, mais c'est un film indispensable. Je le place en rang B, alors pas pour ses qualités cinématographiques seules, mais parce qu'un film qui construit autant la suite ne peut pas être ignoré. Et toi, est-ce que t'es d'accord avec ce rang B, ou est-ce que tu le classerais plus bas? Parce que je sais que la plupart des gens le mettent en C ou même en D directement. Dis-le moi en commentaire, le débat est ouvert et je lis tout. La semaine prochaine, on continue le compte à rebours Doomsday avec le film qui a officiellement changé les règles du MCU. Le premier film de la saga qui n'est pas centré sur un humain. Le film qui a amené les dieux et le cosmos dans un univers qui ne jurait que par la technologie. Thor, vendredi 24 avril à 18h. Alors like la vidéo, abonne-toi, active la cloche et à plus.